à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. C'est toujours la première la plus dure, mais déjà, merci beaucoup au collectif pour l'organisation de cette conférence. Je pensais partir assez vite parce que je suis fatiguée et j'ai été, absorbée par, vos 2 présentations donc vraiment, merci. Hem, je me représente pour situer juste mon intervention, mais je crois que tout le monde me situe. Je suis la députée de la circonscription. Hem J'avais plusieurs j'en profite, pardon, parce que monsieur le maire est arrivé en cours de conférence et donc bonsoir, monsieur le maire qui est parmi nous. Le maire de la commune de Saint-Martin-la-Palud et merci d'accueillir cette conférence. Hem, je trouve très intéressant les 3 types de bascules que vous avez présentés. Alors j'ai la première, j'ai oublié, c'était le délaissement? Dél la mutualisation, la dématérialisation, j'ai vu et La bascule, enfin, la bascule quoi, hein, ouais. j'étais pas très heureuse du terme. J'ai cherché le transfert. Parce que l'idée, c'est de faire le transfert, rester sur bascule. C'est ça. Parce que ça m'a interpellée. Je vis aussi un autre phénomène, moi, en tant que députée. Les gens viennent me voir pour divers problèmes ou questions. Et l'un des sujets sur lesquels on est le plus interpellé, c'est ma prime rénov. C'est presque un sujet sur deux, un mail sur deux que je reçois. Ça, c'est par vague, hein. Là, ça s'est stabilisé, mais les 2 premières années, moi j'ai été élue en 2022, c'était vraiment énorme. Et je le vis aujourd'hui personnellement aussi, parce que j'essaye, tant bien que mal, d'essayer d'aboutir à un dossier. Et le mécanisme là, c'est alors je ne sais pas si on peut qualifier ça d'un service public, mais l'État crée une nouvelle offre de service pour les Françaises et les Français, les citoyens et les citoyennes, mais rend la procédure tellement complexe, tellement inaccessible, tellement rébarbative, incompréhensible, que je pense qu'il y a plein de gens qui jettent l'éponge. Et ça a pu permettre de justifier aujourd'hui, dans le budget de 2025, que on baisse les crédits destinés à ma prime rénov parce qu'en fait, ils sont sous-consommés. Maintenant que moi, j'essaye de faire un dossier, je comprends pourquoi ils sont sous-consommés, hein. Ça fait 1 an que j'y suis et moi, j'ai les moyens de m'en sortir dans cette jungle administrative. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi une, un mécanisme qui permet d'afficher qu'on crée de nouveaux services à la population, tout en les rendant tellement complexes d'accès, tellement difficiles d'accès que finalement, mais il y a pas vraiment de service. Euh, et est-ce que vous avez étudié ce phénomène? C'était ma question. Et j'ai une autre question un peu plus large, c'est quels pourraient être les leviers législatifs, au-delà des leviers budgétaires, qui permettraient de sauvegarder les services publics? Vous l'avez sûrement vu, vous qui travaillez sur la question, il y a de nombreux parlementaires qui ont travaillé sur une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux, avec un volet sur la formation, un volet sur les stages, la régulation de l'installation, des choses comme ça. Est-ce que, c'est une question très très large, mais vous avez idée d'autres leviers que l'on pourrait mobiliser du point de vue législatif? Je demande ça parce que je suis députée, hein, mais il y a sûrement d'autres leviers dans d'autres domaines, au-delà du budget pour préserver nos services publics. Vaste question. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Sur la prime rénov, je l'avais pas en tête. C'est hyper intéressant parce que je sais pas si c'est un service public en tant que tel. Ce que ça m'inspire, en tout cas, ce qui on le voit dans plein d'autres. L'université, c'est la même chose. Je sais pas si les collègues universitaires, je crois que oui, ils vont dire on a des budgets. Moi, j'ai gagné des prix où on a des budgets au sein d'une ANR, d'une agence nationale pour la recherche. Eh ben, je peux pas le dépenser. Donc, j'ai de l'argent, j'ai un budget et je n'arrive pas à le dépenser. Donc, c'est exactement le même principe. Les choses sont devenues tellement compliquées que, et si on si on le dépense pas, bah, on perd le fonds de roulement et on perd l'argent et il sera pas réaffecté. Donc, c'est exactement le même principe. Ce que ça m'inspire, si on veut monter en généralité, sortir de la prime rénov ou de mon université ou tout autre exemple, c'est qu'il y a une dimension, et moi je suis très attachée au service public parce qu'on a tendance à les mélanger avec les droits sociaux. On est d'ailleurs passé d'un état de droit à un état des droits, et on parle de plus en plus du pluriel des droits sociaux. Et moi, je fais attention à maintenir une distinction parce que
le service public, c'est pas la même chose que des droits sociaux et je crois que la prime Rénov' dans ces droits sociaux. Donc c'est contestable. Service public, c'est pas contestable, c'est incontestable. C'est, ça fait l'objet de demandes, voilà. Il faut, ou c'est conditionnel. Vous voyez la conditionnalité ou l'inconditionnalité? Eh ben, on devrait aller sur des services publics qui sont automatiques. S'il y avait une automaticité, le RSA, le non-recours, c'est un peu la même chose, hein, que finalement je pense qu'on pourrait le faire et on pourrait trouver plein d'autres dispositifs de la même sorte. Sur la question du contradictoire ou est-ce que c'est de droit? Si on contractualise, c'est le moment, hein, je viens de parler de RSA, je pense à la contractualisation, mais du coup, le service public devrait être de droit, automatique, universel. À partir du moment où on met de la conditionnalité, on met des seuils. Quand vous mettez des seuils, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez exclure, mais exclure pas les gens qui sont tout au-dessus, juste les gens qui sont pas loin de vous. Et ça va créer au sein des populations, du coup, ça va augmenter le ressentiment à l'égard de celui du voisin qui a pas grand-chose de plus, mais qui a un petit peu plus, qui entre pas. Donc, si on sort de cette dimension d'effet de seuil, il n'y a plus de problème de non-recours. Il n'y a plus de problème de conditionnalité, il y a plus et donc on résout finalement, un certain nombre de problèmes en restant sur du service public et ces droits sociaux ne seraient que des dispositifs du service public et attention à cette logique de droit parce que du coup, je crois que la force des droits avec ça s'amoindrit. On va avoir de plus en plus de droits qui vont être aléatoires. Lui, il a eu, pas lui. Discrétionnaire, au bon vouloir de l'agent qui va faire l'effort de traiter le dossier alors qu'on lui dit: «Tu n'as plus le droit de le traiter, mais bon, tu l'as fait quand même». Heu, Ils vont être renouvelables. Vous n'avez pas renouvelé vos droits, bon, bah, vous les avez plus. Il va y avoir des priorisations d'un droit sur l'autre. Je ne suis pas assez spécialiste, des enjeux d'intervention sociale, travail social et les collègues qui sont bien plus spécialistes que moi, mais quand vous avez, une allocation APA, adulte handicapé, vous pouvez pas vous pouvez pas solliciter un autre type de droit. Donc il y a aussi ça devrait être, automatisé et finalement ça j'y répondrai comme ça. Je ne sais pas si je réponds exactement, mais je crois que ce qui se passe sur MaPrimeRénov', ce gros sujet-là, on le retrouve sur cette logique de attention à cette logique de droit. Parce qu'en plus, quand on est sur une logique, de droit, en fait, le service public, c'est plus large que ça. C'est aussi justement, des devoirs. Le devoir national de solidarité, on l'entend plus. Il y a un collègue comme ça qui maîtrise très bien, les outils informatiques qui, pendant une présentation la semaine dernière à Strasbourg, pendant que je présentais, m'a sorti un graphique sur, depuis 45 sur le devoir national de solidarité, comment ça a été mobilisé et employé dans l'espace public, dans les entreprises de cause, dans les journaux. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a cette dimension collective, de prise en charge où on est sur de l'individualisation. Ceux qui peuvent se soigner le font, ceux qui peuvent payer plus une mutuelle le font, les autres non. Et on est de plus en plus dans il faut ressortir et je crois que c'est ça ce que nos interventions, elles montrent à tous les 2 ce soir, c'est que le service public va être un outil de régulation, c'est un outil de régulation des inégalités qui est en danger. Voilà. Bah, sans être beaucoup plus long, peut-être pour réagir sur, après je passerai, le micro à mon collègue qui va, aussi réagir sur les déserts médicaux. Ce qui est intéressant, moi je travaille beaucoup sur les, maisons de santé et centres de santé. C'est vraiment la dimension, pas les hôpitaux, mais, vraiment à l'accès aux médecins traitants. C'est ça que je suis allée voir sur les territoires en me disant, c'est intéressant, parce que je me suis intéressée à cette question-là pour vous raconter, parce que un article de journal où ces libéraux, donc le privé par excellence, moi qui travaille sur La Poste, se mobilisaient sur, la notion de service public de santé. Je suis là parce qu'il y a personne, l'accessibilité, si je suis pas présent, ils faisaient des heures pas possibles. Je suis «Bah, c'est bizarre, ils sont pas en train d'acheter des Ferrari. Qu'est-ce qu'ils font ces médecins?» Donc je suis allée les voir en m'intéressant et c'est vrai que c'est là où je me suis dit: «Ah, la dichotomie public-privé, elle tient pas complètement. Il y a une hybridation» parce que ce sont des associatifs, ils le font tout seuls, mais ils sont là sur le territoire. Je vous assure, j'ai fait des suivis avec eux, des tournées infirmières. On est parti le matin. Enfin, c'est très intéressant de faire des vies ma vie. Les sociologues font ça, et députés sûrement aussi, où on suit un peu les gens dans leur vie. Waouh, c'est pas exactement. Il n'y a pas que du lucratif dans ces gens-là qui donnent vraiment de. Et en même temps, on sent bien que là, on est dans des logiques législatives d'incitation ou de punition souvent. Bah, alors les ordres sont très forts, il y a des contre-pouvoirs très forts pour limiter les punitions, qu'on ne peut pas les obliger à s'installer sur des territoires défavorisés, dans les déserts médicaux. Donc on est pour l'instant juste dans des logiques d'incitation. On met des carottes, bâton, carotte, on a choisi de faire plutôt des
carotte. Donc, des aides à l'installation, on va payer du matériel médical, on va faire des loyers bonifiés. Les mairies se battent entre elles. Si vous saviez le nombre de mairies qui se battent, qui vont dans les salons médicaux, parce que j'y suis aussi, pour essayer d'attirer le chaland. On propose des appartements, on propose des emplois aux conjoints du médecin pour qu'ils viennent dans le territoire. On va en faire un employé de mairie. Il viendra pas, il fera ce qu'il veut, enfin peu importe, venez là s'il vous plaît. Enfin, on est à un stade où ça devient, je crois, moi, ce que j'ai utilisé dans un autre livre qui s'appelle La santé sociale pour les mairies, il y a quelque chose qui s'appelle la clause de compétence. Ça a été supprimé par la loi 2015 NOTRe pour les départements et les régions, mais c'est maintenu pour les communes. Et certaines communes municipalisent des centres de santé, des maisons de santé, parce qu'en fait, elles se sont fait maître d'œuvre, elles ont ouvert des choses, elles ont payé très cher de la maîtrise d'ouvrage pour mettre une jolie maison. Sauf qu'elle est vide, il n'y a personne, il n'y a pas un professionnel de santé dedans. Pourquoi? Bah, je pense qu'ils se sont trompés. Ils sont entrés dans une logique justement incitation-punition. Je ne sais pas législativement comment ça peut se traduire, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ce qui compte pour que quelqu'un s'installe, c'est la dynamique professionnelle. S'il est tout seul, il viendra pas. Par contre, si c'est pas le mur, hein, c'est pas les murs, on raisonne trop avec les murs finalement. C'est pas les murs, c'est avec qui il va travailler, quel est le projet. Le projet de santé, ça va être quoi? D'avoir accès, il y a un cardiologue qui va venir. On va pouvoir mettre en place de la coopération, quelque chose qui va être hyper intéressant. Avant, on pensait qu'il fallait mettre des grosses maisons de santé et que ce serait un lieu de réunion. Puis on s'est dit, dans les zones montagneuses, que ce qui était intéressant en termes de territoire, c'était pas tellement de ramener tout le monde en bas à la plaine, c'était aussi de faire des points. Donc, en fait, de faire du multi, mur, si vous voulez. Donc ils appellent ça des maisons de santé ou centres de santé hors les murs. C'est-à-dire, il y a pas un seul lieu, mais plusieurs lieux, avec le lundi à tel endroit, le mardi, pour maintenir comme ça une vie. Donc au contraire, maintenir des espaces, donc ça fait plus de bâti à entretenir, bien sûr, plus de lieux à maintenir, en l'état pour pouvoir y aller le lundi, le mardi, au lieu d'une seule grosse maison. Mais ça permet ce maillage territorial où finalement, ce sont les professionnels qui vont encore au plus près des patients et pas dans l'autre sens. Donc je pense qu'il faut sortir d'une logique, incitation, punition pour essayer de retrouver, on parlait du sens du travail pour les agents. Tout à l'heure, ça a été, mobilisé en parlant de motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est un langage économiste. Mais on parlait de motivation, moi, en tant que sociologue, je parlerais d'éthos, d'engagement, mais en fait, on dit des choses assez proches et ça serait ça, de vraiment essayer de raisonner sur, qu'est-ce qui va conduire les gens à retrouver du sens dans leur activité. Et une fois qu'ils auront retrouvé du sens, finalement, les gens seront présents et ça fonctionnera. Ouais, moi, pour répondre là, alors, MaPrimeRénov', bon, je connais pas trop, mais il y a un exemple qui est un peu similaire, qui est pour l'enseignement supérieur, qui est Parcoursup. Alors, il paraît que les élèves de première et de terminale, ils sont terrorisés par Parcoursup parce que tout le monde leur a dit que c'était épouvantable, qu'on ne savait pas comment on allait. Et alors, ils demandent à leurs parents, dès maintenant, là, ou dès Noël, de les inscrire dans une boîte privée où il n'y a pas besoin de Parcoursup. Et alors, c'est grâce à ça aussi que l'enseignement supérieur se développe. Et bon, c'est un peu déplorable parce que ce Parcoursup, bon, a fini par favoriser beaucoup le développement de l'enseignement supérieur privé. Bon, alors pour les médecins, moi, les médecins, d'abord, les médecins, ils ne sont pas tous dans une situation dramatique, hein. Alors, il y a quand même 2600 médecins français qui sont formés en Roumanie d'abord, hein. Il paraît qu'il y en a, c'est assez curieux, oui, oui, à 2600. Alors, c'est quand même un peu curieux que les facs français ne soient pas capables d'ouvrir assez leurs portes pour qu'on puisse former assez de médecins en France. C'est quand même un vrai problème, hein, parce que s'ils vont en Roumanie, où ils payent 10 000 euros par an, c'est pas parce qu'ils aiment la Roumanie, c'est parce qu'ils n'ont pas été pris en France, hein. Il y en a en Belgique, mais il y en a 2600 en Roumanie. Bon. Alors, par ailleurs, pour les déserts médicaux, moi, je serais un peu plus sévère, c'est-à-dire que on peut penser que quand même les médecins, en fait, ils vivent de la sécurité sociale, hein, faut pas trop quand même nous la raconter, hein. Alors, je sais qu'à l'Assemblée nationale, ils sont au moins 100, je ne sais pas combien, on peut pas ils sont au moins 100, qu'on ne peut rien dire à l'Assemblée nationale. Bon, mais c'est pas une raison.
Et que, à mon avis, si on obligeait le fait que quelqu'un qui a été formé dans une académie particulière, eh bien, il s'implante au moins pendant 5 ans dans cette académie où il a été formé, ça ne me semblerait pas vraiment restreindre les libertés publiques de façon tout à fait dramatique, hein, parce que bon, maintenant, on pourra dire que c'est du terrorisme, enfin, bon, d'autres fois, voilà. Je peux rebondir sur les médecins. En fait, il y a des chiffres, il y a des gens qui travaillent. En fait, s'installent déjà dans l'académie où ils sont formés. Ils bougent pas. C'est ça le problème. Les médecins formés, moi, j'arrive de Champagne-Ardenne, j'étais avant à Reims. Et ben, ils s'installent à Reims. Le problème, c'est qu'on veut les envoyer dans le fin fond des Ardennes. Et ils n'y vont pas. Ils restent à Reims. Ils restent là où il y a les universités. Ceux qui sont formés à Tours, ils restent à Tours. Ils vont pas dans le fin fond de Château-Lavallière ou de le fromage de Sainte-Maure. Ils vont pas là-bas. Ceux qui sont formés, enfin, vous voyez, c'est ça, ils restent à côté de leur fac. C'est déjà il y a déjà cet élément-là qui est assez, qui existe. Les profs, là, bon, moi, je suis peut-être les profs, là. Moi, j'étais enseignant à Paris, puis j'ai passé un concours, j'étais envoyé à Confolens. Alors, j'ai reçu le papier et je ne savais pas où c'était Confolens. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai vu Confolens, 3000 habitants, contrefort du Massif central, papeterie. Je me suis dit, en plus, ça va puer. Bon, alors, mais enfin, j'y ai quand même été, quoi. Je veux dire, Oui, mais aujourd'hui, ça a bougé. Il y a madame qui veut. Sur la question des médecins et du fait qu'ils veuillent rester proches de leurs universités, les questions aussi se posent de la même manière que comme vous l'aviez formulé au niveau des, comment dire, du service public, c'est-à-dire que pourquoi ils ne vont pas au fin fond des Ardennes, bon, pour avoir habité un petit peu par là-bas aussi, c'est que il y a pas, aujourd'hui, il y a très peu de services. Ce sont des campagnes qui sont désaffectées. L'état des habitats est quand même assez délabré dans le fin fond de la Champagne-Ardenne. Donc voilà, ils restent à Reims ou à Troyes parce que ce sont des cœurs économiques, parce que bien sûr, à côté de l'université, on tisse son réseau social, mais aussi parce que ils cherchent aussi à se faciliter la vie. On s'installe, peut-être on va commencer à avoir une vie de famille. Le fin fond de la campagne, et où est-ce qu'on va trouver Mais j'allais vous dire, la vraie réponse, la vraie c'est réponse, celle-là. c'est réellement, enfin, à mon sens, et vous avez présenté quelque chose qui s'y apparente, là où le pouvoir public a un rôle à jouer, c'est de réinvestir les campagnes de manière générale, au lieu de supprimer petit bout par petit bout tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'on a des villes dortoirs, la plupart, on en parle beaucoup en Île-de-France. En Île-de-France, tout ce qu'il y a autour de Paris, c'est du dortoir. Il y a quasiment plus de services non plus. Oui, oui, bah, non, mais la logique des professions médicales, c'est aussi, on oublie, mais c'est la conciliation vie privée et vie professionnelle. On est passé d'une époque où aujourd'hui, les femmes travaillent. On est dans des couples biactifs. Donc, ça change tout. Quand vous avez un travail et que vous êtes envoyé, je ne sais pas si vous étiez déjà en couple ou pas, et peut-être qu'on n'est pas obligé d'entrer dans votre vie privée, mais votre femme vous a suivi. Tous les médecins que j'ai rencontrés qui sont dans la moyenne d'âge 60-70 ans disent: «Ma femme était au foyer, elle m'a suivi, j'ai bougé». Par contre, les plus jeunes, ils sont en couple quand ils terminent leurs études. Donc, en effet, il y a l'attachement au cœur économique, on a tissé son réseau, sa sociabilité, mais il y a aussi le fait que le conjoint a un travail. D'où les mairies qui disent: «Bah, moi, je suis prête à s'y aller, il a son travail, je lui offre un emploi pour l'intégrer dans la nouvelle ville». Mais ça, c'est extrêmement, il y a des enjeux, il faut penser en effet par couple, ou en tout cas par bassin de vie. Comment mettre en place un bassin de vie attractif? Il suffit pas, et ça nécessite de sortir d'une logique en silo, penser les choses de façon plus interdépendante et plus raisonner en transversal. J'utilise cette expression-là à un moment dans l'ouvrage parce que ça a été abordé sur les piscines municipales. Bah, ça permet de nager, de s'amuser, mais d'apprendre d'éviter des noyades. Mais en termes de santé, c'est un outil de prévention hyper important qu'on détruit pour mettre en place des piscines individuelles.
Là, on est passé tout à l'heure, il y avait une piscine en construction, justement, en arrivant. Quelqu'un en train de mettre sa place dans sa petite maison ici, dans la Bretagne. Je ne sais pas s'il fait très, très, très chaud et que ça nécessite absolument une piscine individuelle. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, on est sur des logiques individuelles non plus collectives. Alors que finalement, si on pense, quand Mitterrand arrivait au pouvoir, il a mis en place justement les 7000 piscines. Il y avait une piscine dans chacun des villages, il voulait mettre 80 000 il y avait toute une logique de piscine pour apprendre aux gens à nager et en termes de santé, de prévention. Donc ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, les piscines qui coûtent très cher, c'est des délégations, parce qu'on a parlé de quelques piscines municipales, mais souvent maintenant, c'est des délégations privées, les piscines municipales. Qui d'ailleurs, rappelez-vous, quand EDF a augmenté ses coûts, on fait repayer ou on fermait. Il y a eu des horaires, ça a eu des fermetures où elles ont fait répercuter sur les mairies qui voulaient laisser ouvert à ce moment-là. Donc ça a joué beaucoup. Donc sortir vraiment de ce stylo pour raisonner en transversal, pour comprendre comment faire venir les gens et les intégrer davantage sur le territoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je fais partie du groupe là, de citoyens qui a initié cette soirée. Puis on en fera d'autres sur d'autres thématiques. Moi, la question que je peux avoir par rapport au titre de la soirée, déclin ou adaptation, et puis le titre du livre, les services publics empêchés, quelle pourrait être la recette pour que les services publics s'adaptent le mieux possible aux besoins des populations? Est-ce que ce sont les citoyens qui pourraient avoir une forme d'expression qui détermine le niveau de service public dont ils ont besoin? Est-ce que ça peut être une forme de démocratie représentative? Et est-ce que c'est le maire du territoire? Est-ce que c'est la députée du territoire qui pourrait avoir un levier suffisamment fort pour adapter les services publics? Est-ce qu'on a des recettes qui permettraient d'initier une nouvelle décentralisation? Enfin voilà, tous ces termes-là, mais qui sont quand même le cœur aujourd'hui de notre problématique, qui est que les citoyens se sentent délaissés, déclassés, votent RN par contestation. Le monde agricole cherche une simplification, mais qui est une forme de déport du service public, puisque la PAC, par exemple, pour remplir la PAC avec l'ordinateur, il faut y passer des heures, et c'est plus un service public. C'est l'agriculteur qui est obligé de le faire et qui se sent mais dépassé et qui pique une grosse colère et qui oriente l'agriculture vers un phénomène de simplification qui ne va rien résoudre du tout pour le revenu et la situation sociale du monde agricole. Donc, qui pourrait le mieux décider dans tout cela? Non, c'est très merci pour la question, merci, encore une fois pour l'invitation, c'est très intéressant. Alors je ne sais pas si je vais faire un lien je vous ai pas expliqué, mais c'est vrai que dans le service public empêché, je fais un jeu de mots parce que la polysémie militaire empêchée, on a tendance à penser empêché, bloqué, qui est stoppé, qui est à l'arrêt. Alors qu'en fait, dans le empêché, moi j'utilise le jeu de mots pour dire empêché dans le sens il est gêné dans son fonctionnement, il fonctionne mal, mais il fonctionne quand même. Vous voyez, il tient debout, il produit même des profits, enfin vous voyez ce qui a été dit. Il y a quand même cette dimension ce grain de sable dans la rouage qui me semblait très intéressant pour voir l'empêchement autrement que dans l'opposition, la résistance. Sur l'adaptation, ce qui me semble hyper intéressant dans votre question, c'est cette dimension en effet participative. On a vu au moment des Gilets jaunes que la rupture avait eu lieu avec le public, avec les usagers et qu'il y avait une demande forte d'entrer en contact. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des cahiers de doléances dans les villages. Et il y a un très beau documentaire qui s'appelle Les doléances, qui explique un maire d'une commune, justement, qui part chercher tous ces cahiers et qui essaye. Je vous invite à le regarder, c'est extrêmement intéressant ce documentaire. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, il montre qu'il y a une sorte de. Le cahier de doléances, vraiment, puisqu'ils n'en ont rien fait, ils ont mis dans des villages, ça vous parle ou pas? Ou il faut que j'explique un peu? Ils ont vraiment mis, ils ont ouvert la possibilité de laisser des mots, ça a été rempli énormément. C'est-à-dire que ça a eu un succès fou, mais personne n'en a rien fait. C'est-à-dire que, on ne l'a pas traduit, parce que c'est une chose de recueillir des données. Ça voudrait dire, tiens, qu'est-ce qu'on a demandé dans ce cahier de doléances? Mais après, il faudrait aller voir, on les analyse. Qu'est-ce qu'on en tire? Et après,
il y a une autre dimension qui serait de médiatiser, de publiciser les choses. Mais alors là, il y a eu des revendications qui ont été posées, mais elles n'ont servi à rien. Elles ont exprimé un malaise, une déconnexion, une rupture avec les pouvoirs centraux, vraiment entre le niveau local et le niveau national. Ça, c'est ce qui est ressorti. Une volonté, c'est pour ça, quand vous avez dit participatif, de participation, c'est ce qui ressort. Et en même temps, cette démocratie directe avec un envie de préoccupation, de dire que les préoccupations de Paris, du siège ou du département, de la préfecture, ne sont pas les priorisations du bassin de vie. Voilà, je vais réutiliser, c'est un peu médical, il parle comme ça. Mais en effet, et qu'il faut réussir à s'adapter. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que les votations citoyennes, ces choses un petit peu de démocratie directe, essayer d'adapter au niveau des territoires, ça permettrait de se sentir moins méprisé, de se sentir considéré, de se dire ah, on m'écoute. Parce que dire des choses et pas se sentir entendu, enfin, on est au stade du mépris, en fait. Puisque demander aux gens, répondez à des questions. Ah, vous avez répondu, mais on s'en fiche complètement de ce que vous répondez. C'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, en 2019, Emmanuel Macron avait fait des grands débats. Et il y avait une question sur les services publics. J'utilise dans le livre, j'essaye d'aborder, et j'avais noté, la question, c'était question du grand débat sur les services publics. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers? Et en gros, il demandait lesquels. C'est pas la même question de demander faut-il supprimer certains services publics dépassés ou trop chers? C'est pas du tout la même que comment les améliorer. Qu'est-ce que vous changeriez? Comment vous transformeriez la qualité? Et de dire la prime rénov, il faut simplifier, ça veut pas dire il faut supprimer la prime rénov. Enfin, c'est pas la même chose. Ça induit déjà des réponses. Et ça, c'est assez, je trouve, ça dit des choses aussi. Donc, je crois que faire l'effort d'aller entendre, et on le voit, les services publics locaux, c'est ceux auxquels les Français sont le plus attachés, parce que ce sont des services publics extrêmement visibles. Alors, la poste, le facteur, on sait quand il est là, quand il passe, quand il est en congé. Il est en retard ce matin, il n'est pas passé. C'est bizarre. Il est où dans cette fin? Vous savez, quand c'est pas le même, ah, c'est pas lui, il n'est pas passé. Enfin, ils connaissent dans les zones rurales, hein, quand c'est la ville où c'est plus compliqué, quand c'est des barres d'immeubles, ça joue pas de la même manière. Mais la présence avec l'agent de la mairie qu'on connaît, les gens qui s'occupent des espaces paysagers, des jardins, c'est extrêmement précieux parce que ça donne un visage stable, et ça crée de la confiance avec nos services publics. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui est en train d'être mis à mal parce qu'il y a beaucoup de turnover. C'est jamais les mêmes gens, ils restent pas. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Après, je crois que ce qui est difficile, quand vous n'avez pas de moyens de mettre en place de la démocratie directe, c'est juste pour faire dire aux gens ce qu'ils veulent sans avoir les moyens de le mettre en place, vous vous décevez aussi. Donc, comment réussir à faire des petits pas qui vont permettre de rendre les choses crédibles, vous voyez? Parce que si vous demandez à quelqu'un de faire un choix et que vous ne pouvez pas après l'assurer, ce choix-là, je trouve que c'est assez compliqué. Eh ben, il peut symboliquement, mais la clause de compétence, elle fonctionne. Mais souvent, les maires me posent la question: ah, c'est génial, cette clause de compétence 2015, je ne la connaissais pas, je vais voir comment mobiliser. Mais ça n'apporte pas de moyens. Ça, ben oui, c'est ça. Parce que la clause de compétence, elle est intéressante. Elle est formulée, je le fais de tête et je la formule mal. Mais la règle juridique, regardez-la, elle vaut vraiment le coup. Elle est fabuleuse parce qu'elle est sibylline, elle est floue à souhait. Elle vous dit: les échelons municipaux locaux pourront se mobiliser sur toute tâche ou mission qui n'est pas affectée à un autre échelon administratif. Bon, en gros, si vous voulez, pour travailler sur un lycée, c'est pas possible parce que c'est là. Enfin, vous voyez, tout ce qui n'est pas affecté à un autre échelon. Donc, il y en a plein qui disent la santé n'est pas de mon ressort sur la santé. Et moi, tous ceux qui l'utilisent pour mettre en place des centres de santé municipaux, ils en jouent cette clause de compétence en disant: ce n'est pas de la compétence du département, ce n'est pas de la compétence de la région, donc je peux me positionner dessus. Et en me positionnant dessus, je fais jouer, en mettant mon centre de santé, je le relie à mon CCAS, donc ils vont mettre en place, l'assistante sociale va aller travailler aux ouvertures de droit. Je fais un lien avec l'école, parce qu'avec l'école, plutôt que d'aller faire 15 fois apprendre à des parents à moucher le nez des enfants, mettre une pipette de sérum physiologique dans le nez. Bon, ça vous parle peut-être plus beaucoup à l'ensemble de la salle, mais c'est au lieu de le faire 30 fois
à 30 par an ou le faire une fois à une classe, c'est de la prévention. Ils iront moins chez le médecin, vous libérez du temps médical pour soigner d'autres gens et on ressort dans cette logique de silo et de transversalité. Et là, vous mettez en place ce que nous, avec des collègues, on appelle le concept de santé sociale. Donc une santé qui n'est pas que du médical, c'est plus large. Si, oui, si je peux me permettre, non, c'est bon. Si je peux me permettre d'intervenir, je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de cette conférence à laquelle on assiste ce soir. Ça me permet de retrouver Pierre, que j'ai connu à l'université voilà, il y a un certain nombre d'années. Et puis, dans la première partie que vous avez exposée, il y a une description fine, très pertinente de ce qu'on vit ici localement. J'ai trouvé que votre exposé était complètement adapté à la vie d'élu qui est la nôtre. Je suis un défenseur des services publics viscéralement depuis très longtemps. Je considère que les 3 fonctions publiques sont les seules garantes d'une véritable égalité pour un certain nombre de questions. Par conséquent, je suis convaincu sur un certain nombre de points que vous avez décrits. Et nous, pour ce qui nous concerne, je ne prends pas la parole pour ça, mais je le dis quand même très rapidement. Pour les maisons de santé, on a pensé dès les années 2000 qu'il y avait une difficulté avec ces cabinets qui étaient dans des locaux privés, dans des maisons d'habitation, et qu'il fallait absolument modifier. Et on a pris le taureau par les cornes à ce moment-là, avec, Dieu merci, une équipe assez complète, mais qui s'est amplifiée depuis, et on a réussi à le maintenir sur le territoire. On a la chance quand même de ne pas être trop éloigné de Poitiers. Il ne faut jamais oublier ça. Ça fait partie de la donne, comme vous l'avez dit. Et puis pour les services publics qui se délitent, qui disparaissent, on a lutté. Je crois que le mot convient, pour transformer une MSAP en espace, en maison de service au public aujourd'hui. Et j'interviens sur le dernier exposé que vous avez fait, dernier point. On en est aujourd'hui à une situation d'incompréhension de la population qui veut tout de suite, y compris en ruralité, qui vit les difficultés que vous avez exposées tout à l'heure. Par rapport à l'écologie, il y en a un certain nombre qui sont convaincus, mais comment faire, et puis avec quel coût, etc. Et qui a une ambition qui perd sa confiance dans sa représentation élue, de manière générale. Ça, je le vois depuis 30 ans, à tous les niveaux, y compris à notre niveau aujourd'hui. La démocratie représentative, elle a perdu son éclat. Alors, pour différentes raisons, on ne va pas intervenir là-dessus ce soir, mais enfin, ça fait partie de la donne, hein, ça fait partie du malaise social. Et donc, dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes, comme vous le disiez, mais aussi tous les jours, qu'est-ce qu'on entend? La volonté de la participation, d'une démocratie à la grecque, mais dans un monde extrêmement complexe, une réglementation extrêmement complexe, extrêmement judiciarisée, etc. C'est-à-dire que dans la pratique, c'est complètement impossible. Et dans un contexte où, y compris en ruralité, on impose un certain nombre de politiques nationales, je dirais même mondiales, indispensables aujourd'hui pour la mobilité, pour l'environnement, etc., mais où on n'explique pas et où on ne donne pas les moyens. Alors là, vous avez une rupture complète de la compréhension sociale. Moi, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'avais dit au préfet, vous savez, à l'avenir, vous verrez que les ruralités, ce sera toute proportion gardée et dans un autre registre, les problèmes de banlieue que vous vivez aujourd'hui avec les incivilités, etc. Et on y arrive tout doucement. C'est pas la même forme, mais on y arrive. Et on y arrive avec le volet ultime, qui est le bulletin de vote. Détestable par moment. Je me tais là-dessus parce que pour moi, voilà, il y a, vous le sentez, un positionnement politique et puis le rejet de l'autre, les extrémismes, etc., qui ne sont pas une réponse ni au niveau mondial ni au niveau national. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier nos intervenants, à moins que... C'est pas tout à fait une question, c'est... Est-ce qu'on m'entend? Oui, je vais être rapide. C'est que je voulais vous remercier
tous les deux d'avoir mis l'accent aussi sur l'éducation, sur l'enseignement. Ça me tient à cœur, je suis enseignante. Et sur le fait qu'il y a un combat qui tient à l'éthos. Parce qu'on parle souvent la revendication, elle se porte du côté de l'argent, des moyens, et vous avez très bien mis l'accent sur effectivement la dégradation matérielle qui progressivement entraîne une perte de confiance, cette spirale descendante. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des choix qui sont des choix de valeurs. Le service public, quand j'y suis entrée, enfin pendant très longtemps, c'était une espèce d'honneur d'être enseignant dans la fonction publique. Et j'ai beaucoup de collègues de ma génération, c'est-à-dire la cinquantenaire, quoi, ou sexagénaire, qui ressentent encore ça très fort. On a fait une carrière où on portait des valeurs et où on tenait la société, enfin on contribuait à ce que la société tienne debout. Et actuellement, il y a un délitement. Et le délitement, je prends un exemple. Quels sont les moyens de recruter des professeurs? Les concours ont profondément changé. Aujourd'hui, les concours de CAPES, il y a des épreuves de questionnaires de motivation où on apprend par cœur ce qui correspond et ça change tous les 5-6 ans. En ce moment, il faut être gender à tout prix. J'ai rien contre, je ne suis pas anti-wokiste ni rien, mais c'est ça qui tourne en boucle. Il y a 3 ans, c'était peut-être autre chose. Et il y a 9 ans, c'était encore autre chose. Et puis, les épreuves sont des épreuves de didactique en grande partie. Je ne suis pas contre la didactique non plus, mais il faut apprendre par cœur les programmes officiels. L'étudiant qui se présente au CAPES, il n'a pas beaucoup de temps pour faire du disciplinaire et du didactique au sens vrai du terme. Il faut qu'il récite un boniment. Voilà. Donc, il faut qu'on se batte aussi sur le plan des valeurs. Et c'est ce qui me motive dans le fait de rejoindre ce collectif ici. Voilà. Merci beaucoup d'avoir permis qu'on tienne cette soirée. Est-ce que je peux faire une réponse pour terminer? Parce que je voudrais bien répondre quand même. Je vais essayer de faire une phrase pour chacun, mais pour Monsieur le maire, c'est vrai qu'il y a on voit aujourd'hui une dépossession des revendications. Les citoyens ont l'impression de ne pas être entendus, ce que je disais, et c'est peut-être à relier avec le manque soit de respect. Ils ont l'impression qu'il y a un pouvoir qui va, alors pouvoir local, national, quel pouvoir? Un pouvoir qui impose son cadre de référence sans interroger celui de ses administrés. Donc cette imposition, eh bien, c'est ça qui fait aussi, qui crée un rejet, qui va permettre aussi aux extrêmes, ou en tout cas de se positionner, de se dire, bah, vous voyez, je suis le seul recours puisque tous les mêmes, tous. Il y a ce discours-là qui se développe, et il y a un travail justement de relégitimation à faire, et pour d'être aussi dans l'échange et pas l'imposition, ce qu'on appelle top-down en politique. Ça arrive de haut en bas, et ça s'impose sur eux sans être dans finalement essayer de réinstaurer de l'écoute, des ateliers, on voit bien des groupes de parole, des séminaires, des conférences le soir avec un verre à boire derrière. Juste pour terminer je voulais faire une remarque tout à l'heure à mon collègue, parce que les moyennes, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est insuffisant, et je vais faire le lien entre mon commentaire et votre commentaire sur l'éthos. Je crois que c'est très important de regarder ce qui se cache derrière les moyennes, parce que quand on a dit qu'en fait, à l'université, un élève, le coût, c'est 12 500 € par élève en moyenne. Bah oui, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, pour l'université, moi, je suis universitaire à Paris 8, une des universités les plus pauvres de France. C'est moins de 10 000 € par élève. On est sous la moyenne. On est tout en dessous de la moyenne à l'université. Alors que ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, eux, ils sont quasiment à 18 000, 19 000 € par élève. Donc, c'est-à-dire, vous mettez les élèves les plus dotés socialement dans ces grandes écoles, et on leur consacre le double des élèves à l'université qui ont moitié moins. Donc, je pense que c'est. 60 000 à l'école polytechnique. Et voilà, et je vous parle pas des grandes. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai exactement. Donc, les moyennes, il faut vraiment sortir de cet élément-là. Et pour terminer sur la question de l'éthos et des valeurs, moi, je dirais qu'il faut pas oublier. J'ai cité le New Public Management tout à l'heure, mais j'ai peut-être pas assez insisté. Mais c'est hyper intéressant parce que ces phénomènes, ces mécanismes, on met en place des rationalisations qui vont créer une intensification du travail, une surcharge. Mais on a tendance à obliger que dans ces éléments, il y a à la fois de la surcharge de travail, beaucoup de choses à faire, mais aussi des glissements de tâches. Et dans ces glissements de tâches, on va voir que tout va se reporter sur ce qui reste, avec
encore plus de. Moi, j'ai été surprise. C'est une question. D'ailleurs, moi, je vais peut-être si je peux poser une dernière question, monsieur, ou pas? Parce que quand vous nous avez dit sur la protection sociale que c'était 23 à peu près % du PIB, que ça se maintenait, bah oui, mais est-ce que c'est le même nombre de personnes qui en bénéficient ou pas? Moi, je me suis dit, bah d'accord, le chiffre, c'est 23 % du PIB, 23 % du PIB, mais est-ce que vraiment le nombre de personnes, d'allocataires de minima sociaux, je pensais, de chômeurs, de gens au RSA, c'est les mêmes. Si c'est pas les mêmes, en fait, s'ils ont doublé et que ça reste la même part, vous voyez mon. Oui, bah, peut-être. Bah, en fait, c'est ça avec les proportions. Il faudrait en fait, oui, le PIB a peut-être je sais pas. Ça ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y Mais a est-ce qu'il y a plus de il y a des sommes énormes. Il y a des sommes énormes quand même dans cette protection sociale. C'est très bien d'ailleurs, hein, mais il y a des sommes énormes qui sont dépensées, quoi. C'est très bien, c'est très bien, hein. Moi, moi, je voulais dire que c'est vrai que sans doute au niveau local, on peut faire un certain nombre de choses pour rénover, développer un petit peu les services publics. Mais je crois que quand même, derrière cette dégradation des services publics, il y a malgré tout une offensive qui est profonde, qui est celle d'un certain nombre de milieux d'affaires, de groupes, euh, de groupes économiques. Il y a un renouveau d'un certain néolibéralisme et que il n'y a pas de solution qui soit directement au niveau local et que, à mon avis, la solution, elle est quand même politique et au niveau national, c'est-à-dire que ça ne changera pas tant qu'il n'y aura pas, qu'est-ce que je pourrais dire, euh, une alliance de gauche qui soit élue avec 55% des voix à l'Assemblée nationale. Enfin, à mon avis, bon, voilà. Voilà. Et c'est peut-être pas pour 2025. Enfin, bon, j'espère me tromper. Mais les élus, les parlementaires ont participé eux-mêmes à cette organisation problématique des services publics, en ce sens qu'ils ont créé des EPCI qui sont indispensables pour un certain nombre de questions et en raison de la particularité de la France en Europe. Les EPCI en question aujourd'hui sont les décideurs pour un certain nombre de compétences fondamentales, l'économique, l'organisation des services publics, l'urbanisme, la mobilité, etc. Et vers qui se tourne-t-on quand on veut fermer des classes et qu'on veut faire passer un message comme celui-là, par exemple? On se tourne vers les EPCI. Et on a une assemblée qui n'est pas élu au suffrage direct avec un président, une présidente, un programme, une équipe, etc. et qui est chargé de faire la basse besogne et qui l'a fait pour les espaces France Service, pour les écoles, pour un certain nombre de questions. Là, il faut quand même, je me tourne vers notre parlementaire, il faudra bien, à un moment ou un autre, il y a une transition sur laquelle l'État compte, parce qu'il se dit très justement,